Oui, bonjour. Permettez-moi de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ces journées portes ouvertes et à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Je me présente à vous, je suis Philippe Bach, actuellement directeur par intérim après avoir redirigé pendant 10 ans et avoir eu le plaisir de servir pendant 10 ans l'école qui vous accueille aujourd'hui. Préalablement à ça, j'avais eu l'occasion et l'honneur de servir l'école de Strasbourg. Et mon successeur vient d'être nommé, il sera Monsieur Jérôme Gauze. Et donc, si vous êtes amené à nous rejoindre à la rentrée prochaine, ce que j'espère, il sera directeur à partir du mois d'avril 2025. À ma droite, Jean-Marc Bichat, qui est président du conseil scientifique et pédagogique, qui est l'instance académique de l'école, si je puis dire, qui est également président de la commission des formations et de la vie étudiante, qui est enseignant en ville et territoire, donc maître de conférence, et qui est également architecte et urbaniste. Ce qui d'ailleurs est une des caractéristiques de notre milieu professoral, puisque 80% de nos enseignants sont par ailleurs engagés dans une activité d'agence d'architecture ou d'agence d'urbanisme ou de paysage. À ma gauche, Nathalie Ebréard, qui est directrice des études et de la pédagogie, et Anne Petitjean, qui vous a accueilli, qui est la responsable du service communication et qui interviendra tout à l'heure en fin de matinée. Alors la présentation de l'école va se faire en quelques temps qu'on va partager. La présentation de l'école et des études d'architecture en règle générale. Les études dans notre école, et en particulier présentées par Jean-Marc Bichat, donc, le président du conseil pédagogique et scientifique. Puis les principes généraux d'organisation des études par Nathalie Bréard, directrice des études et de la pédagogie. Un point sur les activités de diffusion culturelle et architecturale que mènera Anne Petitjean. Et bien sûr, un temps de questions-réponses. Et questions-réponses que vous pourrez prolonger dans les amphithéâtres 120 et 180 qui sont à l'arrière de cet amphithéâtre. Et évidemment sur les tables dans l'accueil. Je voulais également saluer, pardonnez-moi, toutes les personnes qui nous suivent à distance en visioconférence. Alors, notre école est une école qui est relativement jeune, puisqu'elle a été créée en 2001 par décret qui a consisté à fusionner quelques écoles qui lui préexistaient. En fait, on a rassemblé, si je puis dire, 4 écoles pour en faire une seule sur ce site, et sur lequel je reviendrai. Nous accueillerons à la rentrée prochaine la 24e promotion d'étudiants en licence 1. Donc j'espère que ces futurs étudiants sont parmi vous. Enfin, je n'en doute pas un instant. Nous avons dans ce temps d'existence de l'école délivré un peu plus de 12 000 diplômes à tout niveau d'études, le niveau diplôme d'études en architecture, qui est le niveau licence, le diplôme d'état d'architecte, l'ancien diplôme d'architecte qui s'appelait le diplôme DPLG, diplômé par le gouvernement, et puis toutes sortes d'autres diplômes, dont des doctorats. En porteurs de diplômes, il y a bien sûr les diplômes délivrés, mais il y a les personnes qui portent, les étudiants qui portent ces diplômes, qui sont titulaires de ces diplômes. C'est un peu plus de 7500 diplômés de l'école qui sont aujourd'hui organisés ou que nous avons vocation à organiser dans un réseau d'alumni qui est sur une plateforme que nous maintenons et qui permet à ces diplômés de rester en contact avec l'école et surtout aux étudiants de l'école de trouver des lieux de stage, le cas échéant, dans des agences dirigées par des diplômés de l'école. Paris-Val-de-Seine, c'est une communauté d'enseignement supérieur de l'architecture de 2100 personnes, un peu plus de 1800 étudiants et doctorants, une équipe de 230 enseignants, tous statuts confondus, et une équipe administrative qui permet finalement d'organiser la vie au jour le jour dans l'école et surtout servir les étudiants de 70 personnes. S'il fallait résumer l'école de Paris-Val-de-Seine en un chiffre ou un indicateur, si je puis dire, c'est un étudiant en architecture sur 10 en France, un enseignant titulaire sur 10 en France et un doctorant sur 10 en France. Parmi les 20 ENSA, vous savez que nous sommes dans un réseau de 20 ENSA sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Alors, je ne vais pas faire du
du parangonnage, mais pour situer un peu les effectifs de Val-de-Seine par rapport aux autres écoles, alors ça ne dit que les choses qualitatives, quantitatives, pardonnez-moi, ça ne dit rien du qualitatif. Il y a deux grandes écoles en termes de taille d'effectifs étudiants, Paris-La Villette et Paris-Val-de-Seine. Et ensuite, on est sur des effectifs de 1000 pour d'autres écoles, notamment en région parisienne, enfin en Ile-de-France. Puis ensuite, des effectifs peut-être plus petits, mais ce qui ne dit rien de la qualité des enseignements et de la recherche délivrés dans chacune des écoles. Je m'empresse de le préciser. Vous savez peut-être que nous sommes sous une double tutelle. Nous dépendons, j'allais dire, au principal du ministère de la Culture. Et nous sommes également sous la co-tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui veut dire que nos programmes pédagogiques, nos accréditations délivrées des diplômes nationaux sont délivrés par ces deux ministères. Et les diplômes qui sont délivrés aux étudiants à la sortie du premier cycle, c'est-à-dire le cycle licence, et du deuxième cycle, diplôme d'état d'architecte, sont des diplômes qui sont co-délivrés par ces deux ministères. Nous sommes engagés dans un réseau de partenariats assez soutenu. Alors un partenaire principal pour nous, avec lequel nous travaillons depuis 2017 de façon extrêmement étroite, c'est l'Université Paris-Cité. Alors l'Université Paris-Cité en tant que telle n'existe que depuis 2020, puisqu'elle résulte de la fusion de deux universités, Paris Diderot, à laquelle nous étions associés au départ, et Paris Descartes. Et donc aujourd'hui, nous sommes associés à cette université de 60 000 étudiants, quelques 7 000 enseignants, chercheurs. Et beaucoup de nos projets ont vocation à être conçus, coportés par l'Université Paris-Cité. Et son président nous a fait l'honneur d'être présent hier à l'occasion de la présentation de nos vœux. Nous sommes également engagés dans une alliance qui est un regroupement de différents établissements d'enseignement supérieur, l'Université Paris-Cité, Paris-Val-de-Seine, l'Institut l'INALCO qui appartenait à cette alliance mais qui vient d'en changer, Sciences politiques et Paris 13, ainsi que l'Institut national démographique. Pardon. Nous sommes depuis 2023 engagés dans la conférence des grandes écoles, qui est pour nous un support important parce que ça nous permet de porter et de promouvoir des diplômes dont il sera peut-être question tout à l'heure en matière de master spécialisé. Et surtout, ça permet de partager les bonnes pratiques avec ce réseau de grandes écoles au niveau national. Et enfin, puisque nous sommes installés en Ile-de-France, nous travaillons bien sûr de façon coordonnée, j'espère le plus étroite possible, avec évidemment les 5 autres écoles d'Île-de-France. Nous avons construit un certain nombre de partenariats qui, eux, débouchent sur des diplômes partagés. Alors, on a des diplômes partagés avec l'Université Paris-Cité au niveau master. Et puis ensuite, on a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs. Je pense que Nathalie, vous reviendrez sur ces questions-là, donc je ne vais pas développer. Avec l'école d'art et de design d'Orléans, je pense que vous ferez aussi un point là-dessus, avec deux universités italiennes, faculté d'architecture, si je puis dire, le Politecnico de Milan et l'IUAV, l'Institut d'architecture et d'urbanisme de Venise. Et les étudiants qui sont engagés dans ces parcours sont porteurs des 2 diplômes, Val-de-Seine et chacune de ces universités. Et enfin, alors le mot en projet est déjà caduc, si je puis dire, puisque nous sommes engagés dans un partenariat avec une grande école d'intelligence artificielle sur le site de Cachan qui s'appelle Advanced City. Et nous avons ouvert à la rentrée dernière notre premier bicursus, si je puis dire, où pour l'instant une étudiante, on est sur un effectif d'un, mais on a vocation bien sûr, là on teste un peu le dispositif, où les étudiants engagés dans ce parcours, à la fin de leurs études, ont la vocation d'être bien sûr diplômés de Val-de-Seine, mais être porteurs de certification ou de diplôme en intelligence artificielle. Puis toujours dans les partenariats, on a un partenariat avec l'école d'architecture d'intérieur et de design, l'école Camando, qui n'est pas un diplôme, c'est pas diplômant, ça c'est un parcours qu'on peut proposer à nos étudiants. Puis on a aussi d'autres partenariats sur lesquels je ne vais peut-être pas m'étendre aujourd'hui.
Les ENSA, en fait, ont leur mission codifiée dans finalement, le grand livre réglementaire de l'enseignement supérieur et de l'éducation en règle générale en France. Et donc la première mission, bien sûr, c'est les missions de service public de l'enseignement supérieur de l'architecture. Donc elle partage un certain nombre de stratégies, les stratégies nationales de l'enseignement supérieur, les stratégies nationales de la recherche, les stratégies nationales pour l'architecture, avec le volet numéro 2 de cette stratégie qui va être annoncé par la ministre de la Culture, Rachida Dati, mardi prochain. Nous avons vocation et obligation de mener des enseignements qui respectent la diversité architecturale et culturelle. Et nous avons bien sûr une mission de formation initiale, donc le diplôme qui vous intéresse aujourd'hui, les diplômes qui vous intéressent aujourd'hui, puis de formation tout au long de la vie, sur lesquels on ne va peut-être pas revenir, parce que ce n'est pas tout à fait le public qui est ici. Et enfin, c'est sur une chose sur laquelle je voulais insister, parce qu'on ne le fait pas trop une fois que les études ont démarré, c'est qu'on prépare à l'exercice non pas d'un métier qui s'exercerait tout à fait librement, mais on prépare un métier qui s'exerce dans le cadre d'une profession dite réglementée, et donc qui non seulement est régie et organisée par un ordre professionnel, l'ordre des architectes, mais qui également doit répondre à un certain nombre de points de réglementation d'une directive européenne, dite directive service. Je ne sais pas si vous reviendrez sur la profession réglementée en tant que praticien, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire que en fait, on ne délivre pas un diplôme en architecture, on délivre un diplôme qui mène vers la profession d'architecte. Alors bien sûr, après, on va se diversifier et on n'est pas obligé de faire un architecte au sens libéral du terme. Je ne sais pas si Jean-Marc reviendra sur cette question-là. Mais en tout cas, la vocation de notre formation, c'est de respecter un ensemble de points, de problématiques, de thématiques qui garantissent que les étudiants diplômés des écoles d'architecture soient capables, après une formation complémentaire dite de la HMONP, d'exercer cette profession réglementaire. Les ENSA ont une vocation de formation initiale et continue, je vous l'ai dit, une vocation de recherche et d'organiser et de participer à des écoles doctorales. Elles ont aussi une mission de transmission de la culture architecturale. Et donc, c'est notamment le rôle du service communication. Anne Petitjean, qui est ici, là, vous en parlera tout à l'heure. Nous avons également une vocation de veille artistique, scientifique et technique. Et nous avons également une obligation, par la loi d'ailleurs, de former nos étudiants à pouvoir exercer dans des conditions professionnelles internationales. Alors, je vous ai mis 3 citations que j'aime beaucoup parce qu'elles disent beaucoup. C'est 3 architectes différents. Antoine Gombard était enseignant notamment à Belleville. Et je vais juste m'attarder sur cette première citation parce qu'elle est assez synthétique. L'architecte est un intellectuel qui a des outils pour transformer le monde. En fait, chacun de ces mots est important. On attend d'un architecte et donc des étudiants en architecture qui se positionnent comme intellectuels et qu'ils manipulent également des outils. Alors les outils sont de 3 ordres. Je pense que Jean-Marc reviendra sur cette question-là. Il y a le dessin, il y a la maquette, il y a l'écrit, et notamment par le biais du mémoire qui sera attendu en fin de cycle master. Puis surtout, il y a un mot essentiel, 2 mots essentiels, le monde bien sûr, et surtout le mot de transformation, parce que c'est un métier essentiellement de transformation. Alors je passe parce que je pense que Jean-Marc... voilà. L'architecture, évidemment, c'est une discipline, comme peuvent l'être d'autres disciplines. Donc la petite citation de Jean Nouvel, quand même, juste avant. L'architecture est toujours une réponse donnée à une question qui n'est pas posée. Voilà, je pense que c'est assez important. Une petite incise. C'est un métier, en tout cas une discipline, qui a la chance d'avoir le droit du doute et le droit du pas de côté. En tout cas, c'est souvent comme ça que dans ce métier, en tout cas dans l'exercice de ce métier, on peut se trouver un chemin. Et donc, on n'est pas dans l'application simple des règles, de ce qu'on doit faire. Et donc, le doute, je le dis vraiment, hein, parce que moi, je devais être ingénieur, en fait. Mon père voulait que je sois ingénieur. Et je voulais faire de la musique, je voulais faire autre chose. J'ai été en architecture comme ça par hasard. Et en fait, j'ai appris dans l'architecture que justement, le doute
l'expérience, le test était un univers extraordinaire. Et je vois beaucoup de mes camarades ingénieurs qui n'ont pas cette liberté en quelque sorte. Même si la recherche, je connais bien le monde scientifique, est aussi un univers extraordinaire d'expérimentation. Mais je veux dire par là que voilà, et j'aime beaucoup la remarque de Jean Nouvel, parce que un architecte ne répond pas simplement à une question posée en s'enfermant dans la question. Il repose lui-même, il reformule lui-même la question. Voilà. Merci Jean-Marc. Donc je vous le disais, l'architecture est une discipline, et surtout c'est une discipline qui est située. Alors elle est située dans un lieu, un contexte, une époque, des courants théoriques. Je vous reviendrai dessus, je pense. Voilà. Et donc on attend, au final, finalement, que les étudiants qui nous rejoignent, que vous allez être, soient des étudiants à la fois cultivés et à la fois engagés, alors engagés au sens large dans la vie de la cité et dans les problématiques du monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors, on a tendance à dire qu'architecte, c'est un des plus vieux métiers du monde. Et en fait, un des premiers plans d'architecture qu'on a réussi à repérer, c'est en Mésopotamie, donc à peu près 3000 ans avant notre ère, dans la région qui est aujourd'hui plutôt du côté de l'Irak. Et je crois que ça, c'était un des premiers plans d'une petite maison, enfin d'un petit édifice qui soit connu. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, il y a, je pense, moins d'une dizaine d'années, on a trouvé sans doute le premier plan connu, qui est plutôt en fait un plan de... Alors là, c'est très très sommaire. Ça date de 8000 à 9000 ans en Jordanie, qui est un plan d'un dispositif très grand, hein, c'est sur une grande échelle, qui était destiné à construire un dispositif destiné à capturer des animaux qu'on poussait un peu dans cet enclos et ensuite qu'on abattait. Mais en tout cas, c'est le premier plan connu, il date de 8000 à 9000 ans. Alors évidemment, je parlais du dessin. Alors chacun a une idée de ce que peut être le dessin, hein. Mais une chose importante, c'est qu'en fait, en architecture, on fait des dessins pour et communiquer et concevoir, on en parlera tout à l'heure, mais surtout pour réaliser, hein. Et donc, il faut répondre à un certain nombre de codifications pour que finalement les différents corps de métier qui se succèdent puissent partager le même langage. Donc, non seulement on a un dessin qui peut être celui du croquis, mais ce qui est attendu des étudiants dès la première année, c'est qu'ils maîtrisent ces éléments codifiés de la représentation. Alors, sur la gauche, vous avez le plan du rez-de-chaussée de l'école dans lequel vous êtes. La partie haute, évidemment, c'est l'amphithéâtre dans lequel nous sommes. Et sur la droite, c'est la coupe d'une école que j'aime bien, puisque c'est l'école de Strasbourg également, et que j'ai eu l'honneur de livrer avec Frédéric Borel. Je vais passer très vite, parce que je pense que tu reviendras sur les questions de dessin. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la représentation et le dessin, il va falloir trouver votre façon une fois que vous avez acquis les règles de la codification, la représentation codifiée, il va falloir trouver finalement le vecteur de représentation qui vous convient le mieux. Donc je vais passer pour vous montrer qu'il y a 100 000 façons de représenter l'architecture. Avec aujourd'hui évidemment un focus nouveau sur les apports et les outils de l'intelligence artificielle. Donc il faudra bien sûr vous saisir à bras-le-corps, et notre école également, votre future école, de cette question-là. Alors je montre ça parce qu'en fait là c'est des plans, ça date déjà de 3-4 ans, hein, donc ça veut dire qu'en matière d'intelligence artificielle, on est déjà bien au-delà. C'est des premiers plans de logement conçus par intelligence artificielle. Puis je disais qu'un autre outil, c'est la maquette. Alors sur la gauche, c'est aussi une des premières maquettes connues, c'est en Mésopotamie toujours. Et sur la droite, c'est un dôme bien connu de Florence, au niveau de la Renaissance, hein, Brunelleschi. Donc la maquette, c'est un outil de conception, mais c'est également un outil de communication. Et en fait, je termine sur les outils, ce qui va être attendu de vous, et auquel je vous engage à vous intéresser dès le début de vos études en première année, c'est également la maîtrise de l'écrit, parce qu'en master, vous aurez un mémoire à produire, et notre école s'attache à ce que ces mémoires soient des mémoires de plus en plus qualificatifs. Pardon.
très vite, et je vais assez rapidement conclure là-dessus. L'école, elle a une chance inouïe, c'est qu'elle est sur un site urbain exceptionnel qui est Paris-Rive-Gauche, tout le site qui commence du côté de la gare d'Austerlitz. On peut la qualifier de l'école d'un endroit hyper urbain, si je puis dire. Finalement, beaucoup de grands noms de l'architecture française ont produit, signé des bâtiments dans les environs immédiats de l'école. C'est le quartier également des grands auteurs, parce que si vous passez le périphérique, enfin plutôt le boulevard des Maréchaux, ben on va être sur un quartier de grands auteurs. Notamment, vous aurez repéré les tours du Haut de Jean Nouvel. C'est la question de la ville des mobilités. On arrive à peu près par tous les moyens dans notre école. Notre école a une chance aussi, c'est d'être à Paris, mais c'est également en limite du Grand Paris. Et surtout, et enfin, elle a une chance qu'on mesure tous les jours, c'est d'être installé sur un campus, le campus de l'Université Paris-Cité. Le bâtiment, un petit mot sur le bâtiment, c'est un bâtiment qui a été livré par un Grand Prix de l'Architecture 2010 qui s'appelle Frédéric Borel. Alors nous avons une chance, j'utilise beaucoup le mot chance, mais rares sont les architectes qui finalement, plus de 15 ans après, continuent d'être présents sur l'édifice qu'ils ont livré, et ils nous accompagnent à peu près à tous les moments de transformation de l'école, ce qu'il fait en ce moment sur les questions énergétiques. Et il est présent également à tous les grands moments de type journée porte ouverte, journée nationale pour l'architecture. Alors, le bâtiment, c'est une leçon d'architecture pour quand on arrive en première année. Quand on arrive en première année, on rentre dans la cour. Là, on attend dans la cour. On prend un café et des croissants servis par le bureau des élèves. Et en fait, si on tourne la tête sur la droite en regardant l'entrée de l'école, le hall de l'école, sur la droite, on a un bâtiment qui est une ancienne usine qui a été réhabilitée. Et en fait, de cette ancienne usine, ne seront conservés évidemment que la volumétrie et la charpente métallique qui était, quand cette notion existait encore, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Tout le reste, c'est une reconstruction, on va dire, à l'identique, mais avec des matériaux qui ne sont pas d'époque, à l'exception de la cheminée. Et si on regarde sur la gauche, le bâtiment dans lequel nous sommes là, vous êtes là, c'est un bâtiment neuf. Et en fait, c'est une leçon de finalement ce qu'est l'architecture aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois, et c'est d'ailleurs la majorité de la production, on s'inscrit dans ce qui est déjà là, et de l'autre côté, on construit du neuf. Alors, un petit mot quand même sur le bâtiment là. Vous aurez peut-être remarqué, ou vous remarquerez en sortant, que ce bâtiment semble monter sur des pilotis. Il y a deux raisons à ça. C'est un, pour essayer de rattraper le niveau du boulevard des Maréchaux, donc raison urbaine. Et l'autre, c'est en fait d'éviter la crue de la Seine, la crue centrale de la Seine. Alors là, sachez-le, on est un peu en alerte, puisque il y a quand même quelques chances significatives qu'il y ait une crue importante de la Seine dans ce début d'année 2025. Et en fait, la crue de la Seine, il y en a eu une très forte en 1910, et le niveau atteint par l'eau était à peu près sur le niveau du 3e rang de l'amphithéâtre. Et donc, l'exercice de l'architecte a été de mettre finalement toutes les fonctions importantes de l'école hors eau en cas de sinistre. Et donc, en fait, notre école est un peu aux avant-postes de ce que peut être les risques liés au dérèglement climatique, même si la crue centrale n'est pas forcément liée à ce risque. Mais elle sera sans doute aggravée. L'équipe enseignante, je vous l'ai dit, elle est plurielle, c'est 230 personnes. Tous statuts confondus, majorité d'entre eux investis dans une activité professionnelle par ailleurs, mais en lien avec l'enseignement, enfin leur enseignement, puis des équipes de chercheurs. Et c'est un corps enseignant qui est jeune, renouvelé. Et Jean-Marc Bichat, on est la meilleure preuve, puisqu'en fait, 50% des enseignants, et en particulier titulaires de l'école, ont rejoint l'école depuis moins de 10 ans. Et vraiment, Jean-Marc nous rejoint de l'école de Normandie, il y a quelques années déjà. Le nombre d'enseignants,
déployés dans l'école, c'est une garantie finalement de diversité des pratiques et des approches thématiques. Alors vraiment, tu reviendras sur cette question-là. Nathalie, vous reviendrez sur l'international, donc je vais pas rester là-dessus. Peut-être vous direz un mot sur l'international ou pas? Enfin, pour faire très court, on est engagé dans 70 conventions internationales à peu près dans toutes les régions du monde. Et on a à peu près un tiers des étudiants. J'espère qu'un jour on arrivera à dépasser ce seuil, enfin que l'école arrivera à dépasser ce seuil, qui font une mobilité internationale au cours d'un semestre ou d'un an, au cours de leur formation. On a 2 équipes de recherche, alors ça vous intéresse moins, enfin tous les étudiants, futurs étudiants et étudiantes parmi vous, puisque ça vous concernera peut-être en termes d'équipe de recherche beaucoup plus tardivement. Sachez quand même que ces chercheurs, alors une première équipe qui est une UMR-CNRS qui parle beaucoup du logement et de l'habitat, et une autre qui est vraiment déployée sur les questions à la fois patrimoniales, à la fois sur les nouvelles pratiques de conception, en particulier avec le numérique. Et ces enseignants, bien sûr, ces chercheurs, évidemment, interviennent dans l'enseignement. Et je crois qu'un des enjeux des réformes portées par la direction des études et le conseil pédagogique et scientifique, c'est de voir comment la recherche peut aller jusqu'au cycle licence. On a des chaires partenariales de recherche, je ne vais pas développer trop parce que je pense que c'est un peu hors radar aujourd'hui. Je voulais insister sur ce qui m'apparaît une des forces de notre école, c'est la richesse de sa vie étudiante et de l'engagement de ses étudiants à travers un nombre important d'associations. Je ne sais plus, on doit être à 16, hein, c'est ça. Parce qu'en fait, chaque année, on a des associations qui naissent, d'autres qui périclitent, et qui se déploient à peu près dans tous les domaines de la vie étudiante. On a des étudiants engagés dans les instances, des étudiants élus, alors, au conseil pédagogique et scientifique, au conseil d'administration. Et ces étudiants, je peux vous garantir qu'ils ont une voix qui est entendue. Par exemple, aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. Hein. En première année, si vous arrivez l'an prochain, vous allez avoir une demi-journée libérée qui est un jeudi, le jeudi après-midi. Et cette initiative, en fait, a été portée il y a quelques années déjà, je ne sais plus, c'était 2016 ou 2017, par un étudiant qui était très engagé dans la vie sportive et qui trouvait anormal qu'il n'y ait aucun moment libéré pour cette vie sportive. Et donc, il a porté ça dans l'instance pédagogique. Le débat a été un peu... voilà, parce qu'il faut toujours écarter des heures d'enseignement. Mais finalement, c'est ce qui a prospéré, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est acquis. Et je crois que personne ne songe à revenir dessus. Si, peut-être une personne. On porte des concours nationaux sur la façon de construire, ouverts aux étudiants, mais ouverts à tous les étudiants, et également les étudiants des écoles d'ingénieurs. Un concours sur la construction en pierre et un concours sur la construction en bois, qu'on porte encore pour une année. Les enjeux de l'école, et vraiment, je vais arrêter là, à part peut-être un chiffre que je vous donnerai pour conclure. C'est évidemment la prise en compte des grands enjeux contemporains, biodiversité, énergie, climat. Je glisse dessus parce que je suis sûr que Jean-Marc va revenir sur ces questions-là. On est en train de finaliser l'accréditation de notre programme pédagogique et de recherche. Enfin, on est dans la phase conclusive de ce... On attend les arrêtés d'accréditation. Et évidemment, on est sur toutes les questions de santé étudiante, comme tout l'enseignement supérieur, engagé sur les questions des luttes contre les violences sexistes et sexuelles, et sur les questions de lutte pour l'égalité et les discriminations. Et je finirai peut-être là-dessus. J'ai quelques autres diapositives et je pense qu'il faut passer la parole, et puis je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. J'avais fait, il y a un an, je crois, une statistique sur les taux de réussite en 10 ans en cycle licence. Donc j'ai pris les 10 dernières années, et en fait, on peut constater que 84% des étudiants qui rentrent en première année sortent du cycle de licence avec leur diplôme d'études en architecture, ce qui est plutôt, me semble-t-il, pour l'enseignement supérieur, un chiffre assez bon. Et enfin, toujours la même statistique, c'est que 60 à 70% des étudiants qui rentrent en L1 obtiennent leur diplôme d'état d'architecte, ce qui, évidemment, alors ensuite, on peut discuter. Il est parfois reproché que les études puissent durer
non pas 5 ans, mais 6 ans, 7 ans, le temps qu'on met à faire franchir toutes les étapes. On va y travailler, enfin l'école va y travailler. Mais en tout cas, le taux de réussite global en 5, 6 ou 7 ans est plutôt, me semble-t-il, assez bon. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Marc et je vous remercie. Merci. Non, c'est le diaporama, pardon. Toc. Oui, alors. Bonjour. Donc, je suis surpris de la présentation de notre directeur qui a dû me laisser donc la main sur la question environnementale. J'avais été très frappé quand je suis arrivé dans cette école, je crois qu'il y a à peu près 5 ans, où chaque rentrée, ce que je n'avais pas connu à Normandie ou dans d'autres écoles, Philippe Bach nous dressait un tableau assez dur quand même de la réalité climatique et des questions donc, qui bousculaient beaucoup notre profession. Et c'est pour ça une des questions importantes, qu'est-ce que c'est que devenir architecte en 2025 ? Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose que devenir architecte comme moi dans les années 90, où on continuait à nous former, à produire que du logement neuf, à produire l'extension des villes, à produire du béton, avec très très peu de relations à la question patrimoniale, à part sa dimension institutionnelle ou très historique. Et aujourd'hui, on pense le patrimoine, que tout est patrimoine. Enfin bref, donc une vraie révolution qui arrive aujourd'hui. Et je pensais que Philippe Bach aurait insisté là-dessus. Donc je prends le relais. Il n'avait pas vu ma présentation, mais donc je prends le relais parce que je pense que c'est une question qui très bizarrement est arrivée très tardivement dans les écoles. Je pense qu'aujourd'hui, dans cette école, ça fait consensus depuis quelques années. Mais que quand je suis arrivé, moi, il y a 5-6 ans, je crois que Philippe, quand tu présentais, je ne suis pas sûr que tous les enseignants étaient raccords ou considéraient que c'est là qu'il fallait mettre l'accent pour former des jeunes qui vont sortir effectivement en 2030, en 2040, et donc dans des moments où les questions sociétales, le cadre de vie, les questions réglementaires, parce que le règlement change quasiment tous les 2 ans. Vous avez un règlement qui change, qui vous oblige à quasiment adapter votre pratique. Et donc l'architecture change. Moi qui vois des maires quasiment toutes les semaines, je leur explique qu'effectivement le paysage urbain va changer et que je sais bien qu'ils ne veulent pas de bardage bois dans leur ville, mais qu'un jour ça va s'imposer pour des raisons carbone. Voilà, donc tout ça pour dire que la question qui est posée pour un jeune architecte, ou en tout cas se mettre en perspective d'être architecte, mais pour un enseignant, c'est presque de changer de logiciel et d'accepter de soi-même se transformer. C'est très très difficile parce qu'évidemment, on a un rôle académique, donc on doit, transmettre toute l'histoire, tout ce qui a construit ces disciplines, parce que vous allez voir qu'effectivement, la grande richesse de ce métier, c'est de pas simplement d'être architecte, c'est aussi d'être sociologue, d'être paysagiste, d'être ingénieur. Voyez, il y a une espèce de comme ça de convergence, de synthèse des disciplines qui est absolument passionnante. Mais donc ça se fait aujourd'hui quand même au regard de ce que vous voyez ici, ces 2 images. Donc à droite, effectivement, c'est une vieille slide, mais grosso modo, la crise climatique et ce que dit donc notre ami Bruno Latour, donc qui est maintenant décédé, mais philosophe. Le fait d'agir dans un nouveau régime climatique. Donc c'est un vrai bouleversement de toutes les données. Et j'aime beaucoup la page de gauche parce qu'effectivement, le problème, si vous voulez, c'est qu'on continue à être dans le monde de la voiture et à rouler à toute blinde, ce que vous voyez à gauche, alors qu'en réalité, nous sommes quasiment contraints de ressortir nos vieux canassons et d'accepter de regarder le territoire où on habite, à penser local. Et voilà. Ça ne veut pas dire, comme le disait Bruno Latour, de s'enterrer, parce que lui, quasiment, je trouve que ça faisait un peu peur, son discours, parce que c'était l'abandon de toute la modernité, tout le confort, toutes les acquisitions que nous avons pu avoir. Mais ça veut dire d'arriver quand même à hybrider, adapter cette un peu folie qui a été le XXe siècle dans ce que nous devons, nous, désormais, accompagner et projeter.
Euh, il s'agit effectivement aujourd'hui de ne plus étendre les villes. Alors j'ai évidemment, c'est les séances de jury en ce moment. Il y a les PFE février là, qui ont lieu. Pardon, PFE, projet de fin d'études, le Graal, le truc top. Quand vous avez ça, effectivement, vous n'êtes pas encore en possibilité de monter une agence, que vous n'avez pas votre habilitation à la maîtrise d'œuvre, que vous faites juste après, mais vous avez passé le cap, en tout cas le grand cap des études, vous êtes diplômé, on va dire, pour être architecte. Et donc, j'ai mis cette image, j'ai une étudiante qui travaille sur Mexico, qui a fait son Erasmus Mexico, fantastique, hein. Moi, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu droit à ça. Vraiment, vous avez de la chance, hein, les étudiants, parce que aujourd'hui, vous avez l'Europe, ça n'existait pas, moi, que j'avais pas encore les parcours européens. Donc l'Europe, c'est grosso modo dans le territoire de jeu académique. Et puis vous avez le monde, puisque même si nous, dans cette école assez engagée sur les questions climatiques, on a commencé à regarder les voyages et à dire qu'on arrêtait de dépenser du carbone comme ça, sans faire attention. Il y a quand même des échanges qui ont lieu dans la plupart des pays. Et donc là, j'ai une étudiante qui a été à Mexico, donc j'ai découvert Mexico, c'est extraordinaire. Et elle a fabriqué cette image qui est incroyable, qui est effectivement Mexico, lors de sa fondation, qui est quand même une cuvette d'eau incroyable. Et aujourd'hui, Mexico qui n'a plus cuvette d'eau et dont le problème, c'est qu'effectivement, c'est un territoire qui va probablement, qui est en crise terrible sur la question hydraulique, puisqu'elle n'a plus de ressources, l'établissement humain est quasiment en crise. Voilà. Et donc ça, c'est évidemment pas le XXe siècle, ça commence dès la fin du XVIIIe, et c'est quand même le XXe siècle. Et donc nous sommes aujourd'hui dans un vrai changement, dans un vrai bouleversement, qui on ne forme plus à l'extension des villes. Moi, j'ai été formé à l'extension des villes. Hein. Je suis capable de vous faire l'extension des villes sans difficulté. Ce n'est plus l'objet. Donc on rentre dans un autre monde qui est effectivement le fait d'agir sur le legs, l'héritage, en particulier de ce XXe siècle. L'autre élément très important, effectivement, de cette modernité, ça a été le confort, ça a été le sport, les loisirs, la société de consommation. Quand je vois mes parents, c'est extraordinaire, quoi. Voilà. Aussi une espèce d'ambition heureuse. Hein. C'est vrai que c'est très dur aujourd'hui. Hein. Vous ouvrez, enfin moi je trouve, hein, chaque fois que j'ouvre la radio, je la referme, quoi, parce que c'est pas facile. Et ça a produit, vous voyez, là c'est Le Corbusier, donc ça a produit des inventions extraordinaires le XXe siècle. Donc la question aujourd'hui, c'est pas tant d'abandonner ces inventions dont nous devons vous donner toutes les clés, mais c'est de voir comment on est capable de les adapter et d'en garder effectivement les qualités. En particulier dans la construction, je montrais l'Olivier Savoie parce que le XXe siècle, c'est le béton. Hein, avec ses dimensionnements, ses savoirs, c'est aussi le fer, c'est aussi d'autres matériaux, mais c'est quand même beaucoup l'industrie du béton, notamment en France, hein, qui, par des politiques d'État, ont construit, on va dire, des très grands groupes. Hein, tout le monde connaît Bouygues, mais il y en a d'autres. Et donc la transformation de notre métier se fait par la transformation de l'outil de production. Et là, on est dans une vraie difficulté actuellement. Je pense que les étudiants qui vont sortir dans quelques années auront la chance, je pense, d'avoir déjà des entreprises disponibles. Mais nous sommes obligés de changer un peu de paramètres, à la fois sur la question carbone, donc on construit en bois, si ce n'est en chanvre, en paille ou d'autres matériaux en terre. Mais quand même, la question du bois devient très importante. J'aime bien montrer cette photo parce que ça, vous voyez, c'est un petit bâtiment excellent, primé, qui a été réalisé par un ancien étudiant de l'école. Donc ça vaut le coup de le dire. Donc Mars, qui enseigne ici. Et donc ça peut donner ça à l'école. C'est joli quand même dans le petit bâtiment à gauche. Voilà, c'est très fin. C'est à Saint-Mandé, hein, dans une cour d'un immeuble. Donc c'est tout à fait presque un très bon exemple. C'est un petit meuble qu'on a mis comme ça pour habiter la métropole. Et puis à droite, c'est juste pour dire qu'effectivement, la question du confort qui s'invite aujourd'hui, moi, j'ai vu la panique sur l'isolation, hein, il y a une quinzaine d'années, c'était la question du froid. Et en fait, la grande question, c'est le confort d'été. Et donc, l'architecture change. Et donc, il y a un truc fantastique, j'ai envie de dire. Nous devenons désormais des architectes qui nous intéressons aux rideaux, au second œuvre, à des choses très fines, et donc à l'habiter. Ça, c'est à Barcelone. Alors, les Espagnols, ils ont beaucoup d'avance, mais Paris va devenir Barcelone dans 50 ans en termes de climat. Les jumeaux climatiques que beaucoup regardent, c'est-à-dire se dire, ben voilà, dans 50 ans, quel est le climat qu'on aura ici et allons voir ailleurs ce qui s'est fait, va évidemment changer, va changer les villes. Philippe l'a dit, cette école est presque effectivement un premier pas dans ce qui devient une généralité, hein, à savoir la transformation. Et en fait, ce mot est un peu bizarre parce que de toute façon, dès que vous prenez un crayon, vous transformez.
La question, c'est comment vous transformez. Est-ce que vous transformez en supprimant ce qui existe ou est-ce que vous transformez à partir de ce qui existe? Donc ce petit dessin à droite, moi je l'aime bien, qui est issu d'une revue d'architecture qui s'appelle DA, montre aussi comment les architectes aujourd'hui travaillent, même dans les codes de représentation. Vous voyez, le noir, c'est l'existant, le rouge, c'est le projet. Donc nous sommes obligés aujourd'hui de travailler avec d'abord une chose très importante, d'apprendre à relever l'existant, à voir l'existant, à dessiner l'existant, à comprendre l'existant. Mais l'existant, ce n'est pas simplement l'existant des humains, c'est les non-humains, enfin je ne vais pas aller chercher des Scola ou d'autres, mais aujourd'hui, il y a un rééquilibrage qui est notre salut, en quelque sorte, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. L'extinction de la biodiversité, les difficultés qu'on a devant nous, nous obligent. Alors, ça touche vraiment, les architectes sont les... C'est difficile, hein. C'est Simon Tessou, un architecte qui travaille dans le Cantal ou dans l'Auvergne, qui est très connu, qui disait, pour un architecte, c'est quand même vachement dur aujourd'hui. Dès que tu commences à aménager, mais même un morceau de voie, tu agis sur le vivant et tu détruis le vivant. Donc, il y a une espèce d'ambition extraordinaire à trouver la voie dans cette situation. Voilà, donc je voulais insister là-dessus. Ça nous oblige donc à construire autrement, ça nous oblige à penser le monde autrement, ça nous oblige à habiter le monde autrement. Et pour paraphraser mon camarade Éric Lapierre, qui est un grand prof de Marne, qui avait fait une conférence au pavillon d'Arsenal, qui est une des grandes vitrines de la métropole parisienne sur la question de l'architecture, c'est absolument formidable. C'est-à-dire, nous vivons une époque qui est en même temps effectivement angoissante, mais qui est aussi formidable que celle des années 20, où tout d'un coup, par la construction, par le progrès, s'ouvraient pour les architectes les possibilités d'une aventure, d'une expérience, d'une recherche extraordinaire. Et donc, en fait, on rentre exactement dans le début de cette histoire. Et franchement, je suis très jaloux d'arriver à quelques années de ma retraite, parce que j'aimerais bien avoir l'âge des étudiants aujourd'hui qui peuvent s'engager là-dedans avec, j'espère, plaisir. Alors, pour terminer cette petite introduction et rentrer dans la formation, Philippe l'a un peu dit, si je prends mon cas, donc moi je suis... alors j'ai été... il y a plusieurs disciplines, vous allez voir, j'ai été TPCAU, j'ai été prof dans la conception architecturale, et puis je me suis effectivement concentré sur la dimension ville et territoire, dans une situation un peu bizarre d'avoir séparé ville et territoire et architecture, ça je ne comprends pas bien, mais il se trouve que c'est comme ça sur le plan des cases disciplinaires, je vais vous montrer après. En tout cas, dans mon cas, je fabrique du logement, j'ai une agence, je fais du logement. Dans mon agence, j'ai des paysagistes, dont certains ont fait des écoles d'architecture, parce que les écoles d'architecture forment aussi au vivant, ne forment pas à la connaissance des arbres, des milieux, mais forment à dresser des sols, à faire la géométrie, à faire des nivellements, à faire des places. Il y a je fais de l'urbanisme, je suis assez connu sur la transformation des villes. Donc vous voyez, il y a un écosystème au sein même de ce que je peux représenter, il y a déjà 3 métiers. Voilà. Et c'est une chose que je voulais dire, c'est que c'est vrai que je trouve un truc, on le voit bien d'ailleurs dans les parcours des étudiants, c'est extraordinaire, souvent d'ailleurs qui font des post-diplômes, ils peuvent terminer effectivement dans la maîtrise d'œuvre, qui a toujours été l'architecte, c'est celui qui fait le bâtiment, mais en réalité, ils peuvent terminer en maîtrise d'ouvrage pour commander des projets, ils peuvent terminer dans des organismes de conseil, ils peuvent terminer, comme je le disais, dans des agences de paysage. Donc, il y a un horizon très très large à ce métier, et tant mieux aussi parce qu'elle se forme, elle se constitue à travers plusieurs disciplines. Et ça, c'est très très important. Et c'est vrai que je pense qu'on change d'époque. Il y a eu un moment, si vous voyez, il y avait les architectes et les autres. Les architectes, c'était TPCAU, vous voyez, théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Et elle a raison, Nathalie, de dire que je l'ai laissé au milieu, c'est peut-être pas bien, mais c'est au milieu parce que l'idée, c'est que l'acte de projeter, l'acte de concevoir, l'acte de penser l'évolution d'une situation, effectivement, c'est la question du projet qui est portée par TPCAU. Mais aujourd'hui, ça ne peut se faire sans quasiment, je pense, au même niveau, l'ensemble des disciplines que vous avez autour. Donc ville et territoire, donc la question plus urbaine. Si je dis que TPCAU, c'est la question plus de l'édifice. Art et technique de la représentation, c'est toute la question des arts. Je rappelle que, et ça c'est vrai que c'est une petite perte depuis plusieurs années, les architectes, c'est quand même les arts et la technique. Il y a un peu un truc comme ça. Et c'est vrai que bizarrement, la question artistique
a été un peu, mis en second plan, ce que je pense une grave erreur, parce que je ne vois pas comment on peut être architecte sans aller voir les expositions, sans s'intéresser à ce que tout le monde artistique peut nous donner, peut nous ouvrir comme perspective. Donc vous avez ATR, vous avez les sciences humaines et sociales. Moi, j'ai un souvenir fantastique, ça aussi, c'est un peu dégradé, je pense qu'il faut... Moi, j'ai appris Foucault. Voilà, j'ai appris à penser par les philosophes. Je pense qu'on devrait avoir plus de philosophes dans les écoles, justement pour penser le monde. Vous voyez, devant ce mur qu'on a devant nous sur le changement climatique, il nous faut du recul, il nous faut des gens qui réfléchissent à ça. Donc c'est le rôle des sciences humaines et sociales. Vous avez le STA, donc le STA c'est les ingénieurs, c'est la technique. Donc là, évidemment, avec le changement de paradigme, c'est-à-dire il n'y a plus de béton, parce que le béton, c'est vraiment qu'une forme très réduite de la construction, ben, on a besoin d'ingénieurs pour nous apprendre à manipuler la pierre, la terre, le bois, la paille. Donc ça, c'est très important. Et il y a une dimension, effectivement, qui est indiquée ici dans le STA, c'est la dimension numérique, qui s'invite au cœur d'aujourd'hui de la pratique architecturale. Et puis, évidemment, l'histoire et culture architecturale. On est ministère de la Culture. C'est aussi un des grands plaisirs de ce métier. Donc, on est dans la nécessité d'être sachant sur la question historique. Voilà. Donc, voilà, l'architecture, c'est tout ça. Alors, en premier cycle, l'enseignement donc, est organisé à travers 4 unités d'enseignement. Mais je pense que Nathalie reviendra, c'est-à-dire il y a un peu une codification, un peu comme des pièces, quoi, et on doit être capable de maîtriser la connaissance de toutes ces pièces. Donc la fabrique du projet, hein, vraiment pour le coup TPCAU au cœur, l'approche culturelle, vous comprenez que c'est beaucoup effectivement, notamment le champ HCA, la maîtrise technique et l'expérience pour le projet. Ce sont nos UE. Ah oui, alors excusez-moi, ce n'est pas le ministère, même si je pense qu'il impulse un peu là-dedans, mais ce sont nos UE, c'est la décision de l'école. Cet enseignement, donc, c'est aussi un choix, c'est que la notion de projet, c'est-à-dire un architecte, effectivement, sa question, c'est d'être capable de comprendre, de percevoir, de mobiliser toute sa culture et ses savoir-faire, sa compréhension aussi politique du monde pour proposer une transformation. Donc cette question du projet est vraiment au cœur. Elle se fait donc dans le cadre de groupes, grosso modo une vingtaine d'étudiants, notamment en licence, entre 20 et 25, ça bouge, hein, aussi en master. Et puis vous avez des thématiques communes qui organisent et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, y compris avec les étudiants, pour fabriquer ce cursus et les apprentissages dans un métier extrêmement vaste. Je vais montrer essayer de préciser un peu ces différents comment dire, thématiques, dont vous pourrez voir les travaux qui sont exposés dans l'école. Les JPO, c'est extraordinaire parce que c'est, si vous voulez, le scanner d'une production des étudiants, ce qui, j'espère, vous montrera quand même une notion qui est très importante dans ce métier, c'est le plaisir. C'est-à-dire, si ce métier conduit à souffrir, je pense qu'il vaut mieux pas le faire. C'est un métier qui doit donner du plaisir parce qu'il y a une espèce d'expérimentation. Puis quand vous avez quand même un client, c'est mieux d'être heureux que de montrer que c'est la catastrophe. Hein. Voilà, quelques maquettes. Alors, en licence, moi je suis très attaché à la licence, mais monsieur le directeur et Nathalie le sachent bien, parce que la licence, c'est fondamentalement le moment où on donne à tous les étudiants les fondamentaux, les savoir-faire, la culture, pour pouvoir faire en master le libre parcours. Hein. Mais donc c'est un moment très important. Il faut vraiment être très assidu dans la licence. Donc il y a 3 années, représenter, construire, contextualiser, c'est les 3 grandes thématiques. Et vous avez un enseignement qui est semestrialisé, hein, c'est-à-dire que la première année, vous allez en S1 découvrir, en S2 concevoir. Dans la deuxième année, vous allez voir construire ces édifices publics habités, donc plutôt la question de logement. 3e année, transformer l'existant et habiter le territoire. Alors, la première année, c'est vraiment, comment dire, c'est le socle, quoi. Effectivement, c'est l'année où se construit le minimum syndical, en quelque sorte, pour pouvoir après naviguer. Hein. Vous verrez, c'est quand même fantastique. Hein. Les maquettes que vous avez, je crois que c'est notamment dans les salles au rez-de-chaussée, là, vous montrent un peu les exercices qui sont menés pour apprendre, finalement, à manipuler les éléments de l'architecture. Hein. Donc, c'est une découverte progressive. Analyser, découvrir, choisir, produire. Beaucoup de maquettes, l'apprentissage du dessin. Alors, cette école a construit des dispositifs pédagogiques extrêmement intéressants, des semaines intensives, où à un moment, pendant une semaine, tout le monde travaille collégialement avec des jurys communs sur des sujets partagés, un enseignement transversal qui dit qu'à un moment, ben voilà, on va aller chercher la discipline qui est utile à l'enseignement du semestre
pour faire converger, on va dire, la question du projet et la question de la discipline. Donc, par exemple, dans la première année, évidemment, c'est le dessin. Apprendre à dessiner, principalement à la main désormais plutôt en premier semestre, et puis les outils numériques qui viennent progressivement. Voilà, donc vous avez cette question-là, et la photo, c'est une photo de l'année dernière des JPO. La deuxième année, le semestre 3, c'est la question de l'édifice public. Hein, je pense que c'est une question fondamentale. On le voit dans les débats politiques du monde, hein, la question institutionnelle, la question du commun, la question du public est extrêmement malmenée. Donc il faut arriver à construire pour les étudiants une culture presque politique et historique, voire typologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est fait dans le temps sur cette question de l'édifice public, qui n'était pas quelque chose... enfin, c'était... Je n'allais pas dire que ça n'existait pas au Moyen-Âge, mais ce n'est pas la même chose au Moyen-Âge qu'au XIXe siècle et qu'aujourd'hui. Et cette question de l'édifice public est associée à la question de la structure, parce que souvent dans les espaces publics, dans les édifices publics, pardon, vous avez des grandes pièces, et donc ça fait des grandes portées, et donc il y a un travail sur la structure, d'où cette image que vous voyez là. Et donc la semaine intensive, c'est justement la question de la structure et des outils numériques qui y sont associés, et la semaine transversale est aussi la participation des ingénieurs, du STA, avec les architectes pour construire les projets. Le quatrième semestre, donc le deuxième semestre de la deuxième année, la question c'est le logement. Hein, et plus largement, c'est habiter. Très, très compliqué, habiter. Je rappelle toujours cette histoire d'un très, très grand urbaniste italien. Le XXe siècle, c'était la grande génération. Le problème des architectes au XXe, c'était loger les gens. Il ne faut pas en vouloir aux architectes d'avoir produit des grands ensembles, d'avoir fabriqué des cités-jardins et d'avoir étendu les villes. Il fallait loger les gens. L'angoisse des architectes, la mission des architectes, c'était de loger les gens. Effectivement, aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais il y a quand même des sans-abri, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont mal logés, il y a des problèmes d'habitat. Donc la question, c'est effectivement de réinvestir cette notion de l'habiter. C'est un très bel enseignement, très historique dans les écoles, qui est associé actuellement à un voyage. La semaine intensive, c'est un voyage dans une ville européenne. Toute la promo, ça coûte un bras à l'école, mais c'est vraiment génial. Il faut juste savoir que le voyage, c'est quand même une forme pédagogique quasiment essentielle dans ce métier. Et l'enseignement transversal va justement chercher la question de ce qu'on appelle l'ambiance, hein, savoir comment justement on est capable, dans la conception, d'être le plus, le meilleur sur la question environnementale et sur la question climatique, sur la question du confort. J'ai oublié de dire qu'effectivement, en lien avec cet engagement de l'école sur la question écologique, désormais, l'initiation à cette dimension écologique commence en deuxième semestre, c'est-à-dire en première année. On a souhaité qu'on rentre vraiment dans cette dimension dès la première année. Voilà, la troisième année, donc normalement, là, les jeunes étudiants commencent à être assez costauds, ils savent dessiner, ils savent penser, et donc on rentre dans deux dimensions qui sont essentielles sur l'avenir du monde. La question de la transformation, avec un exercice qui va se mettre en place à partir de l'année prochaine pour toute la promo, qui est une semaine intensive, qui est l'apprentissage du relevé, savoir relever un bâtiment. Mais le relevé, ce n'est pas simplement de le relever de manière neutre, c'est effectivement de le relever pour pouvoir comprendre comment on peut au mieux le transformer. Donc il y a ce travail-là avec des historiens aussi, il y a un travail d'archives, un travail de dessin, donc c'est sur site. Et puis vous avez après un projet qui se fait sur ce bâtiment par groupe, avec l'encadrement aussi des ingénieurs et des historiens. Et puis le dernier semestre, qui est, on va dire, la fin de la licence, et qui ouvre donc sur le master, c'est-à-dire un parcours libre des étudiants. Donc la dernière chose qu'on vous apprend, c'est d'arriver à regarder le monde au-delà de l'édifice, ou au-delà de l'édifice et juste son espace public, c'est-à-dire de regarder la ville, de regarder le territoire, et de comprendre que c'est souvent à cette échelle-là que se déterminent les réponses les plus puissantes, les plus fortes, les plus efficaces, par rapport même tout simplement à l'acte de faire un sol, de poser un mur ou de construire un bâtiment. Il y a une semaine intensive avec une initiation au SIG, c'est-à-dire des outils numériques qui permettent de convoquer un certain nombre de données, justement. Et vous avez un enseignement transversal qui va chercher l'enseignement du SHS, c'est-à-dire sciences humaines et sociales. Par exemple, comment j'habite l'espace public, comment je vis les espaces publics, comment je pratique la ville, et évidemment, ville et territoire dans l'analyse urbaine. Associé à ces enseignements de projet, et comme vous l'avez compris,
qui incrémente un certain nombre de disciplines. Vous avez les cours magistraux. Et moi, je fais des cours magistraux, on en discute beaucoup avec nos camarades. Il n'y a pas de pratique sans théorie. Ça, il faut vraiment le comprendre. Mais c'est vrai que c'est difficile. Nous luttons, nous les profs, contre Internet, les réseaux sociaux et cette idée que tout est disponible facilement. Or, la question des cours théoriques, effectivement, c'est, à travers un enseignant, c'est arriver à mettre en place des controverses, des postures sur des sujets. Et donc, c'est très important. On y réfléchit parce qu'on sait que c'est difficile. On a aujourd'hui une difficulté à articuler théorie des projets. Donc, le projet pédagogique essaie de faire en sorte, par exemple, que quand on va travailler sur le logement, en S4, il y aura un grand cours magistral sur le logement contemporain pour pouvoir justement avoir une culture du sujet qui est développé dans le projet. Voilà, donc moi j'insiste sur les cours magistraux. Cette école a des très grands profs de cours magistraux. C'est assez super. Et aussi, cette école a énormément de conférences. Je ne l'ai pas mis. Moi, j'ai été très frappé quand je suis arrivé ici, parce que ça n'existait pas à Rouen. Quasiment tous les vendredis, il y avait une conférence. Donc, vous avez effectivement cette espèce de puissance de partage sur les questions contemporaines. Quand vous arrivez en master, il y a eu un grand appel à projet donc l'année dernière qui a bouleversé un peu le master avec une idée, de faire émerger de manière beaucoup plus clivante, ou en tout cas précise, les postures. Il y a plusieurs manières de réagir au monde aujourd'hui. Il y a des gens qui disent il ne faut rien faire, il ne faut plus rien faire. On ne bouge plus rien, parce que dès qu'on bouge, évidemment, on fait du mal à ce qui existe. Il y en a qui disent on continue comme avant, ou on s'adapte tout simplement. Il y en a qui disent on va simplement raisonner l'échelle du patrimoine. Il y en a qui disent l'art, la dimension artistique, c'est notre salut. Je résume très largement. Il y en a qui disent, dont je fais partie, le territoire, c'est un sujet important dans la question architecturale. Donc, vous avez cette chance dans cette école d'avoir une très grande diversité de parcours possibles à travers des domaines d'études qui sont donc des offres pédagogiques associées à une posture et associées à une équipe d'enseignants, généralement pluridisciplinaire, et qui permet effectivement une vraie émulation dans l'école. Moi, j'étais frappé parce que les sujets contemporains ont fait bizarrement que dans les écoles, de plus en plus, il y avait un consensus. Aussi parce que, j'ai envie de dire, les profs se tapent plus dessus, comme j'ai connu. Moi, j'ai un souvenir, quand j'étais à l'école, il y avait vraiment des gens qui n'étaient pas d'accord, qui s'engueulaient dans les jurys. Il y avait les modernes contre les traditionnels, il y avait des batailles. Mais pour un étudiant, c'était extraordinaire, parce que vous vous disiez, mais en fait, il n'y a pas qu'une solution. En fait, voilà. Et donc, ça vous oblige à fabriquer votre parcours presque politique, au sens noble de politique. Donc, cette école, alors nous, on a fait cet appel à projet, avec l'appui, je remercie encore le directeur et la direction des études, et évidemment collégialement, ça avait été aussi vu avec les étudiants qui étaient dans les instances. Cet appel à projet a permis de, remuscler l'idée des postures, et je pense que c'est très important, il faut qu'on veille à ça. Voilà, donc cette école a cet avantage-là, vous avez ces différents, voilà, je ne peux pas faire une conférence sur les domaines d'études, sinon j'en ai pour 2 heures. Quelques images. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un domaine d'études, c'est effectivement une offre de séminaire qui mène donc au mémoire. Donc ça, en S7, S8, S9, c'est très important. Un architecte, c'est quand même quelqu'un, évidemment, qui dessine, qui voit, mais c'est vraiment quelqu'un qui doit, si je peux me permettre, penser. C'est-à-dire qu'il doit écrire, qui doit raisonner, qui doit apprendre à faire un état de l'art. Quand on intervient sur quelque chose, il faut d'abord, au lieu d'avoir tout de suite la solution, faire copie-coller, ou de dire tiens, j'ai vu là dans la revue, on va faire pareil. C'est se dire c'est quoi le sujet, c'est quoi la question, et à la limite faire comme Jean Nouvel, redéfinir la question à travers la propre analyse qu'il fait. Et donc effectivement, le séminaire sert à ça. Le séminaire sert à investiguer par l'écriture, par la recherche, des dimensions un peu de fond sur des sujets qui font l'objet d'un mémoire. Vous avez un cours de processus de conception. Ça, c'est une innovation de cette école que je trouve absolument géniale, qui est un espèce de cours qui est un peu le disque dur du domaine d'études. C'est là que se joue pour les étudiants qui sont dans le domaine d'études, les débats et les contenus, voire parfois les voyages. Et puis, vous avez évidemment l'encadrement de projet S7, S8, S9, donc 3 semestres, qui donnent au projet de PFE, donc le projet de fin d'études, en S10. Si vous avez du temps, il y a des jurys à la semaine prochaine, si vous voulez voir des diplômes. Voilà. Alors, il y a des trucs extraordinaires dans cette école. Il y a l'échelle 1, il y a l'atelier du Limousin, c'est-à-dire un peu de l'enseignement hors site.
vous avez des possibilités que permettent cette grande école pour les étudiants. Hein, voilà, ils ont quand même l'air heureux là, non? Allez. Je m'attarde pas. Il y a aussi parfois c'est une difficulté pour les enseignants. Moi, je pense que c'est une grande richesse. Il y a le fait d'avoir des partenariats. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants, par exemple en diplôme, qui sont à Polymie. Et c'est vraiment super. En plus, c'est un encadrement doublé. C'est-à-dire que je suis prof, j'encadre un étudiant qui lui-même est encadré par un prof qui est plutôt affecté donc, à Polymie, à Milan. Voilà. Et donc, ça, c'est super bien parce que voilà, nous ne sommes pas enfermés. C'est une école ouverte. C'est une école européenne. Et pour ça, c'est fantastique. Et je voudrais finir, mais Philippe l'a dit, mais je vais le dire un peu autrement. Donc, il y a 2 labos de recherche. Et la question que, en tout cas personnellement, que je porte, c'est que, mais je ne suis pas le seul, c'est que la recherche ne soit pas une case isolée du monde pédagogique. Donc une des questions, c'est de la faire redescendre en licence, si possible, et surtout que ça puisse porter et mobiliser. Moi, c'est comme ça s'est passé. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais à l'école de Versailles. J'avais un enseignant fantastique qui s'appelait David Mangin, qui est un architecte très connu, et qui faisait des bouquins, qui écrivait. Et moi, j'ai eu la chance d'être pris comme un peu stagiaire à l'école pour participer à ces bouquins. Et donc, quelque part, tout d'un coup, vous rentrez dans la dimension de la recherche, de la pratique, de l'édition. C'est ce que peut porter ces labos qui répondent à des contrats et sur lesquels il y a une production qui pourrait mobiliser l'école. Voilà, je termine avec cette très belle image qui nous rappelle qu'il n'y a pas de futur sans passé. Et ça, c'est une chose importante pour les architectes. Merci. Non, mais c'est pas... Et donc, c'est une formation qui vous permet aussi de devenir prof. La preuve. Alors, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'il y a plein de choses à voir aujourd'hui dans l'école. Mais je vais revenir sur l'organisation des études et ensuite conclure sur l'aspect Parcoursup. Je vais passer assez vite sur ces éléments très généraux parce que peut-être que vous le savez déjà et puis vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Donc, juste rappeler que nous sommes organisés dans le cadre du LMD avec donc les 3 diplômes, licence en 3 ans, master en 2 ans et doctorat en 3 ans. Ça signifie aussi qu'on est inscrit dans le système des ECTS, qui est donc traduit en français, c'est le système européen de transfert et d'accumulation des crédits. C'est ce qui permet aussi la mobilité au sein de l'Europe, notamment à travers des séjours Erasmus. Je ne reviens pas sur ce qu'a déjà dit, ce que vient de bien expliquer Jean-Marc Bichat sur la licence qui est le cycle d'initiation d'apprentissage des fondamentaux. Également, Jean-Marc Bichat a précisé que le master, c'était le lieu où on préparait son projet de fin d'études, le fameux PFE, également un mémoire. On n'a pas trop parlé, je crois, des stages, donc j'y reviendrai. Et également préciser que dans le cadre du 2e cycle, il est possible de préparer une mention recherche, qui est un peu une voie d'accès privilégiée ensuite pour le doctorat. Les disciplines, je n'y reviens pas, je pense que ça a été présenté de manière très claire. Les modalités pédagogiques d'enseignement, donc effectivement, il y a les cours magistraux qui sont une des modalités des cours théoriques, les travaux dirigés, l'enseignement évidemment du projet d'architecture. Jean-Marc Bichat a aussi évoqué certains intensifs. Et alors, intensif ou workshop, les termes peuvent varier. Il y a notamment un workshop européen en Master 1, qui est une semaine pendant laquelle on invite des enseignants et professionnels qui viennent de différents pays d'Europe. Et la particularité en 2e cycle des séminaires.
Sur les stages, donc il y a 3 stages obligatoires en licence et en master, donc qui doivent être réalisés et validés pour pouvoir obtenir les diplômes. Donc un stage ouvrier de 15 jours en première année ou de chantier, c'est la même chose pour nous, et un stage de première pratique de 4 semaines en deuxième année. Il y a un autre stage obligatoire en deuxième cycle qui est d'une durée plus longue, c'est au moins 2 mois, qui est un stage de formation pratique. En général, les étudiants l'effectuent dans le cadre d'une agence d'architecture. Et il faut savoir qu'il y a aussi des possibilités de faire des stages facultatifs en complément de ces stages obligatoires. Les unités d'enseignement, Jean-Marc en a un peu parlé également. Donc, chaque semestre, en général, c'est 4 unités d'enseignement, sauf le semestre 10 où c'est le PFE. Donc, au total, 3 ou 4 par semestre. Donc, une UE, vous avez compris, je pense que c'est un ensemble de plusieurs enseignements qu'il faut valider. Il faut valider l'ensemble des unités d'enseignement chaque semestre pour valider son semestre. Et pour chaque UE, l'étudiant, lorsqu'il valide, obtient des crédits ECTS qui sont acquis définitivement et qui peuvent être transférés en cas de parcours ensuite dans un autre établissement. Donc chaque semestre, c'est 30 ECTS, ce qui veut dire que pour l'obtention du premier cycle, du diplôme qui confère le grade de licence, c'est 30 ECTS fois 6 semestres, 180 ECTS. Pour le diplôme d'état d'architecte, grade de master, c'est 30 ECTS fois 4 semestres, puisque c'est 2 ans. Donc 120 ECTS. Lorsque l'étudiant a tous ces ECTS, il a le diplôme. Alors là, c'est juste pour illustrer, vous avez l'affichage de la structuration des unités d'enseignement du premier semestre. Donc, où vous voyez que on a bien les 4 UE qui sont composés de plusieurs enseignements. Et vous voyez que l'enseignement qui compte le plus d'heures encadrées et également d'heures de travail personnel et le plus de crédits ECTS, c'est l'enseignement du projet, mais que tous les enseignements associés chaque semestre comptent évidemment aussi. Il varie évidemment d'un semestre à l'autre. Donc là, je vous ai juste mis le semestre 1 et le semestre 2, pas pour retenir ou quoi, mais juste pour que vous voyez un peu comment ça peut être structuré. Ce sont des informations que vous avez par ailleurs évidemment sur le site internet et sur la plaquette de présentation de la formation initiale. Donc je sais que c'est petit, mais c'est juste pour illustrer. Pareil, là vous voyez pas le détail, mais c'est le calendrier de cette année qui se ressemble d'une année sur l'autre, où on voit bien, en haut le premier semestre qu'on appelle le semestre d'automne et en dessous le semestre de printemps. Les semaines colorées en bleu correspondent au début et aux fins de semestre. Les semaines en jaune, ce sont les semaines d'examen, en gros, et les semaines en vert sont les semaines sans cours, soit vacances, soit intersemestre. Voilà pour résumer. L'emploi du temps de première année de cette année, donc ça ne sera pas nécessairement le même l'année prochaine en 25-26, mais ça vous montre à quoi ressemble une semaine type d'un étudiant. En bleu, ce sont les temps dédiés au projet ou à l'enseignement transversal, qui comprennent aussi, parmi ces cases en bleu, il y a 2 demi-journées prévues pour le temps de travail personnel. Donc, il y a du temps de travail personnel quand même prévu dans l'emploi du temps. En blanc, ce sont les cours hors projet. Donc, ce sont majoritairement des cours magistraux, mais également les travaux dirigés. Et puis, le fameux jeudi après-midi libéré des enseignements. Donc, mais ce qu'on voit, c'est que quand même, la semaine est bien remplie. À l'école, on propose différents dispositifs pour aider les étudiants à réussir. Et il est aussi possible d'imaginer des parcours un peu qui sortent du parcours classique. Donc, pour le soutien aux études, on propose des séances de soutien avec des étudiants qui sont en général en Master 1 ou Master 2 et qui sont plutôt destinés aux étudiants de première année, mais également des autres années de licence. Soutien et séances de révision avant les examens. Donc là, on a eu des séances cette semaine. Des aménagements des études et des examens pour les étudiants en situation particulière. Donc les étudiants en situation particulière, ça concerne ceux qui sont en situation de handicap, également les sportifs de haut niveau. On en a quelques-uns chaque année.
ceux qui travaillent, ceux qui sont chargés de famille, et voilà les situations qui sont prévues. Donc dans ces cas-là, le service de la scolarité est en relation personnelle avec l'étudiant concerné pour voir comment on peut aménager son cursus et lui permettre de réussir. Il est possible de faire une césure. Donc, c'est un dispositif relativement récent qui permet à l'étudiant de mettre entre parenthèses en fait son cursus, soit pendant un semestre, soit pendant une année, et avoir une expérience personnelle. Alors souvent, c'est pour faire des stages, mais ça peut être pour faire un long voyage ou toute autre chose. Mais pendant la césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant et il est assuré de pouvoir reprendre son cursus à la fin de sa césure, là où il en était avant de partir. Le parcours libre, c'est un dispositif qu'on a mis en œuvre il y a plusieurs années, d'abord à titre obligatoire uniquement pour un semestre en master, et puis on l'a développé maintenant en licence à titre facultatif. Le parcours libre permet en fait d'acquérir quelques ECTS en validant une expérience ou un enseignement hors école. Donc il y a des tas de choses possibles, notamment là on vient cette semaine d'organiser l'élection pour le renouvellement des élus étudiants, enfin du collège étudiant au sein de la commission des formations. Les étudiants élus vont pouvoir bénéficier de CTS en tant que du fait de leur engagement pour l'école, et donc ça valide un parcours libre. Voilà. Pour ceux qui veulent varier leur parcours, il est possible de faire un transfert. Donc, on accueille chaque année des étudiants qui viennent d'une autre école d'architecture et qui poursuivent leur cursus et on reconnaît tout à fait ce qui a été validé précédemment. Mais à l'inverse, un étudiant qui intègre Val-de-Seine peut commencer chez nous et terminer auprès d'une autre école du réseau des ENSA. Il est possible également de suivre son master dans le cadre de l'apprentissage. C'est une modalité qui a été proposée depuis 2020 et qui rencontre un grand succès auprès des étudiants. Donc, pour les étudiants apprentis, les enseignements à valider ne sont pas exactement les mêmes que pour ceux qui ne sont pas apprentis. Enfin, il y a un aménagement forcément puisqu'ils sont en agence une partie de la semaine. Alors, depuis 2003, on propose en plus de la formation architecture, on propose une formation qui permet d'avoir un double diplôme d'architecte et d'ingénieur. Donc, on fait ça en partenariat avec le SITC de Paris, qui est situé à Arcueil, et qui permet en 6 ans d'avoir les 2 diplômes. Donc, les étudiants suivent les enseignements à la fois à Arcueil auprès de l'ESITC et ici à l'ENSA PVS. Donc, en gros, les enseignements scientifiques sont plutôt à l'ESITC, BTP aussi, et l'architecture ici. Sur l'ensemble de ces 6 années, il y a c'est quand même un point fort, il y a 11 mois de stage et un semestre obligatoire en mobilité internationale. Donc, il y a un stand dédié à cette proposition-là, également des séances de questions-réponses sur le double cursus architecte-ingénieur qui marche. Enfin, c'est juste la deuxième promo là, cette année qui est entrée, mais ça marche très bien en fait. Et à partir de la rentrée prochaine, on propose, donc on va expérimenter une première année commune architecture, art et design en partenariat avec l'École supérieure d'art et de design d'Orléans, donc l'ESA d'Orléans. Cette première année commune se passera intégralement à Orléans. Donc, c'est destiné à une petite promotion, en tout cas pour cette première année d'ouverture, environ une quinzaine d'étudiants, c'est la cible. Et pour les étudiants qui valideront cette première année commune, à l'issue de l'année, ils auront le choix de la poursuite de leur cursus, soit en art et design, en continuant à Orléans, soit en rejoignant l'école physiquement ici à partir de l'année suivante pour obtenir le pour obtenir le diplôme d'études en architecture. Après le master, je vais aller vite parce que c'est plus loin et puis ça a été un peu évoqué déjà, mais l'étudiant qui a le diplômé titulaire du diplôme d'état d'architecte peut poursuivre et préparer la HMONP, donc qu'on propose à l'école. C'est l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre. C'est une formation d'1 an pendant laquelle le diplômé est également salarié et il soutient son habilitation en fin d'année. Et s'il l'obtient, il peut s'inscrire à l'ordre et monter son agence, signer les permis de construire.
Les diplômés peuvent également poursuivre dans le cadre de masters universitaires. Donc, nous, on en propose 2 en partenariat, l'un avec nos voisins d'Université Paris-Cité et l'autre avec Nanterre. D'autres écoles proposent des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture. Alors, ce n'est pas notre cas à Val-de-Seine. On est en train de travailler à proposer des masters spécialisés, des MS, labellisés par la Conférence des grandes écoles, mais c'est à horizon rentrée 2026. Donc, on travaille dessus. Et le doctorat en architecture. Donc, pour ceux qui veulent s'orienter vers la recherche et l'enseignement, éventuellement. Là, c'est le schéma des formations que vous avez également dans la plaquette, mais qui reprend sous forme de schéma l'ensemble des formations qu'on vous a présentées. Alors, sur les questions qui intéressent beaucoup les lycéens en ce moment, comment on présente sa candidature? Donc, pour entrer en première année, c'est bien sûr via Parcoursup. Il faut savoir que pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par les 3 premières années qu'on propose désormais, c'est une candidature distincte à chaque fois. Donc, architecture, une candidature, double cursus architecte-ingénieur, c'est une autre candidature. Et éventuellement, la première année commune architecture, art et design, ce serait encore une autre candidature. Pour cette dernière, c'est via le portail de l'ESA d'Orléans que vous trouverez cette formation. Sinon, pour architecture et le double cursus architecte-ingénieur, architecture évidemment, c'est via Val-de-Seine, mais le double cursus architecte-ingénieur, vous pouvez candidater soit en entrant via nous, l'école, soit via le SITC, il y a les 2 entrées possibles. Les vœux, comme vous savez sans doute, c'est jusqu'au 13 mars, à confirmer jusqu'au 2 avril. C'est les mêmes dates que pour toutes les formations qui sont sur Parcoursup. Quels sont nos critères et principes pour être admis donc, en architecture, ce qui est quand même le plus gros des candidatures qu'on doit traiter? C'est admissibilité sur le fondement du dossier scolaire. Donc, on prend en compte l'enseignement scientifique ou mathématique, l'histoire géo, la langue vivante 1, et puis les spécialités qui ont été choisies depuis la première, et également les notes obtenues au bac français avec un COEF 2 pour ces notes-là. Tout le reste, c'est COEF 1. Donc voilà, l'école a considéré que l'enseignement scientifique, l'histoire géo, la LV1 et les spécialités et le français, bien sûr, étaient vraiment les matières sur lesquelles on s'intéressait plus particulièrement. Donc, on regarde ça. Ça permet d'obtenir une moyenne et on convoque à l'entretien les 1000 premiers classés par rapport à ce critère-là. Sachant qu'on a beaucoup de candidats, environ un tiers, qui ont fait autre chose après le bac. Donc, pour ces candidats-là, on regarde on regarde la moyenne générale obtenue au bac et on regarde aussi les résultats qui ont été obtenus dans le cadre de la formation post-bac s'il s'agit d'une formation diplômante et on prend la plus favorable pour le candidat. Donc voilà, pour ceux qui sont post-bac, on ne regarde pas les notes de première et terminale, on n'en est plus là. Seront convoqués les 1000 premiers à un entretien qui se tiendra le 17 mai 2025. Alors malheureusement, on sait qu'il y a d'autres écoles d'archi qui ont retenu la même date, mais en fait, on n'a pas le choix compte tenu du calendrier national Parcoursup. Il n'y a pas plusieurs dates possibles. Mais en tout cas, le candidat prend rendez-vous lui-même, donc il peut se constituer son planning de la journée et aller à plusieurs écoles. Enfin, c'est le cas tous les ans. Et cet entretien donc, se passe devant 2 enseignants. En principe, un enseignant de la discipline TPCAU, architecture, et un enseignant d'une autre discipline, et un étudiant volontaire de master. Ça dure 10 minutes, donc il faut être pertinent et efficace dans ses réponses. Concernant le double cursus avec l'école d'ingénieurs, le STC Paris, donc là, c'est un entretien qui pourra être fixé sur toute la période entre le 8 avril et le 20 mai, et c'est devant 2 enseignants. C'est un peu plus long que les 10 minutes d'ici, mais c'est pas très long non plus. Et ça se passe à l'ESITC, et c'est un jury. Enfin, c'est un comité de 2 enseignants, un binôme, un enseignant de là-bas, un enseignant d'ici.
Et concernant ceux qui postuleraient pour la première année commune architecture, art et design, ce sera un entretien en visio. Et la particularité pour cette procédure-là, c'est qu'il y aura un portfolio à déposer en amont pour les candidats qui auront été retenus. Pareil, il y a un premier filtre sur le dossier scolaire. Merci Nathalie. Jean-Marc, en tant qu'architecte et pédagogue confirmé et engagé surtout, mentionnait la question du plaisir qui accompagne nécessairement et ses études et ce métier, ces métiers. Je vais prendre peut-être un petit contrepoint en tant que directeur. Je voulais vous dire à quel point c'était des études qui étaient exigeantes et difficiles, mais qu'elles le sont beaucoup moins que le métier dans lequel vous engagez. Vous vous engagerez. Donc voilà, vous avez deux postures à prendre peut-être en compte dans vos réflexions. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste en complément vous indiquer que l'ENSA Paris-Val de Seine propose une programmation culturelle à la fois aux étudiants qui sont à l'école, mais également à tout public extérieur. Je vous dis ça parce que ça peut être intéressant dans le cadre de la préparation des entretiens du 17 mai, par exemple, de venir assister à une conférence ou à une exposition. Là, vous avez les prochaines conférences qui vous sont indiquées. Et puis, à la suite, vous allez voir les prochaines expositions. Sachant que ici, sur le programme que vous trouvez à l'accueil général, qui vous indique tout ce qui se passe durant cette journée, les différentes expositions sont présentées, les sessions de questions-réponses, les visites, tout vous est indiqué sur ce document. Et à l'arrière du document, ici, vous avez un QR code qui vous permet de laisser vos coordonnées et d'être informé des dates des prochains événements, ce qui vous permettra de venir nous rendre visite, on l'espère. Je vous laisse découvrir ces documents-là, le programme, ainsi que la plaquette de présentation. Vous retrouvez la majorité des informations qui vous ont été données aujourd'hui. Vous trouvez tout cela à l'accueil général. N'hésitez pas à découvrir toute l'école. Vous allez pouvoir vous promener à tous les étages jusqu'au 7e étage. Donc, n'hésitez pas à vous promener. On peut ici répondre à des questions d'ordre général. Et ensuite, à partir de midi, en amphi 180 à l'entresol, vous avez des séances de questions-réponses qui sont thématiques sur les admissions notamment, etc. Vous avez dans le programme le détail de ces sessions de questions-réponses. Mais on peut ici déjà répondre à des questions d'ordre général si vous le souhaitez. Je vous passe le micro. À la limite, pour la prochaine, tu peux modifier directement là-dessus ? Ok.